Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant et franchement crucial, la politique migratoire australienne pour l'horizon 2026. L'obtention de cette fameuse résidence permanente a complètement muté. Fini le temps où on cochait juste 2 ou 3 cases en croisant les doigts. C'est littéralement devenu une partie d'échecs géante et ultra stratégique. L'Australie a changé son fusil d'épaule. Le pays ne cherche plus simplement des travailleurs de manière générale, il cible désormais avec une précision chirurgicale des talents très spécifiques. Dans cette analyse, on va décortiquer les nouvelles règles de ce plateau de jeu. L'objectif, comprendre comment chaque mouvement peut mener au coup de grâce, au fameux échec et mat, le visa permanent. Allez, on rentre dans le vif du sujet. 185 000, c'est un chiffre colossal et c'est surtout la taille exacte de notre terrain de jeu. Il représente le nombre total de places disponibles pour la résidence permanente. Mais attention, la répartition a subi un véritable tremblement de terre. C'est un pivot majeur de la part du gouvernement. La priorité absolue est maintenant donnée à des secteurs bien précis, comme la santé, la construction et les énergies propres. Pour maîtriser cette nouvelle donne, on va suivre un plan de bataille en 5 étapes. 1. Le cap sur 2026. 2. La hiérarchie des talents. 3. Le choix crucial du visa. 4. La tactique pour faire exploser ses points. Et enfin, 5. La stratégie globale pour remporter la partie. On ouvre le bal tout de suite avec notre première phase, mettre en place l'échiquier et regarder la réalité de 2026 bien en face. La toute première chose à faire, c'est de définitivement tirer un trait sur le vieux mythe des 65 points. Bien sûr, ça reste le minimum légal pour pouvoir soumettre un dossier, mais la réalité du terrain est beaucoup plus brutale. Le score requis explose littéralement selon l'industrie dans laquelle on se trouve. Pour les secteurs prioritaires, comme la santé et l'enseignement, une invitation est envisageable autour de 70 ou 75 points. Mais pour la tech et l'ingénierie, ça grimpe en flèche. Le ticket d'entrée se situe plutôt entre 90 et 95 points. Et pour les secteurs qu'on appelle saturés, comme les ressources humaines ou le marketing, là, on touche des sommets vertigineux avec la barre des 100 points. C'est dire à quel point le destin d'une candidature dépend aujourd'hui entièrement du secteur d'activité. On passe à notre deuxième grande étape, l'analyse des pièces sur l'échiquier, avec cette fameuse hiérarchie des talents. Le système s'articule désormais autour de priorités réparties en 4 niveaux, les tiers. Et c'est absolument crucial de comprendre ça. Le tiers 1, c'est la priorité absolue. On y retrouve les infirmiers, les médecins, les professeurs. Leurs dossiers sont traités à la vitesse de l'éclair, souvent en moins de 3 mois. Ensuite, le tiers 2 s'attaque aux pénuries de travailleurs manuels qualifiés, comme la construction, l'électricité ou la plomberie. Le tiers 3 couvre des domaines comme l'ingénierie civile et la cybersécurité. Et là, attention au tiers 4. C'est la catégorie standard, le grand bassin où tombent la plupart des professions d'entreprise classiques. Le commerce, la comptabilité, l'informatique générale. Le problème, ce sont les tout derniers dossiers à être traités. Savoir exactement dans quel niveau on se situe est vraiment la base de toute bonne planification. Étape numéro 3, les coûts tactiques. Autrement dit, vers quel visa faut-il s'orienter? Parlons d'abord du visa 189. Le fameux visa indépendant. C'est le Graal absolu. Pourquoi? Parce qu'on n'a besoin d'aucun parrainage d'État, ni d'aucun employeur, et on obtient une liberté de mouvement totale sur tout le territoire australien. C'est fantastique. Mais il y a un hic majeur. Ce visa est devenu incroyablement sélectif. Si on ne travaille pas dans les secteurs critiques du tiers 1, comme la santé ou l'éducation, attendre une invitation pour ce visa relève presque du mirage. C'est très souvent une pure perte de temps. Heureusement, 2 options beaucoup plus pragmatiques s'offrent aux candidats. D'un côté, la voie de la sécurité, le visa 190. Un État décide de nommer le candidat, ce qui donne accès à la résidence permanente directement, avec un petit bonus de 5 points. En échange, il faut s'engager à vivre 2 ans dans cet État. De l'autre côté, on a l'accélérateur, le visa régional 491. Là, c'est un énorme boost de 15 points instantanément. En contrepartie, il faut s'installer 3 ans dans une zone dite régionale, donc exit les grands centres urbains comme Sydney, Melbourne ou Brisbane, et maintenir un certain niveau de revenus. Mais à l'issue de ces 3 ans, la transition vers la résidence permanente est garantie. 4e phase du jeu, comment gonfler son score? C'est l'heure de maximiser les points. Quand on commence à bloquer autour des 80 points, il faut activer les leviers stratégiques. Par exemple, maîtriser le français est un atout en or. Ça permet de passer le test de traduction NATI et d'empocher 5 points assez facilement. Ensuite, l'anglais. Il faut complètement oublier l'idée de se contenter d'un niveau courant. L'objectif, c'est de viser l'excellence absolue, le niveau supérieur au PTE ou à l'IELTS, car ça rapporte un jackpot de 20 points. C'est très souvent le détail qui fait basculer un dossier stagnant vers une invitation officielle. Enfin, le statut familial joue un rôle énorme. Être célibataire rapporte 10 points d'office. Un partenaire qualifié apporte aussi 10 points. Mais si ce partenaire maîtrise seulement l'anglais, sans avoir de compétences officiellement reconnues, le bonus chute à 5 points. En 2026, on ne laisse rien au hasard. Même l'amour doit être envisagé de manière stratégique.
On arrive à la 5e et dernière phase, la stratégie à mettre en place pour annoncer l'échec et mat. Voici la feuille de route, étape par étape. 1. Scruter les codes ANZSKO officiels pour s'assurer que la profession figure bien sur les bonnes listes. 2. Lancer l'évaluation des compétences, le fameux Skills Assessment. Attention, c'est le piège numéro 1. C'est un processus qui prend facilement 3 à 4 mois et les autorités sont devenues impitoyables. La moindre tâche listée sur une lettre de recommandation doit correspondre à la virgule près aux descriptions officielles du gouvernement. Sans cette validation parfaite, tout s'arrête. Étape 3. Cartonner au test d'anglais en visant un score de 79 et plus au PTI. Et enfin, étape 4, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier en soumettant des déclarations d'intérêt simultanées pour les visas 190 et 491. Il y a un atout géographique majeur qu'il faut absolument intégrer. L'avantage régional. C'est une tactique redoutable. Des États comme l'Australie méridionale, la Tasmanie ou l'Australie occidentale proposent des listes de professions beaucoup plus larges et des seuils de points bien plus bas. Concrètement, il est infiniment plus judicieux de s'installer 3 ans à Adélaïde avec la certitude d'obtenir sa résidence permanente à la fin, plutôt que de s'acharner pendant 5 ans dans la jungle de Sydney sur un visa temporaire ultra précaire. Pour conclure cette analyse, gardons bien cette phrase en tête. L'obtention de la résidence permanente en 2026 n'a plus rien d'une loterie. C'est un jeu d'échecs d'une précision absolue. Chaque point gratté, chaque mois d'expérience accumulée, chaque choix de localisation est un mouvement calculé. C'est la maîtrise parfaite de ces règles complexes qui fera toute la différence entre un dossier oublié et un nouveau départ en Australie. Alors, face à un plateau aussi exigeant, quelle sera la toute première pièce à avancer pour prendre l'avantage ? C'est sur cette réflexion stratégique que notre décryptage s'achève.